Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Siméon Sawadogo, ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions sur la Brèche. Monsieur le ministre, vous avez fait votre école primaire donc à Sapsé de 66 à 72, où vous obtenez le CEPE. Direction ensuite le petit séminaire Notre-Dame d'Afrique de Koudougou, vous obtenez le BEPC, nous sommes en 1977. Seconde première à l'inter-séminaire Saint-Pierre, Saint-Paul de Kossoguin. Le baccalauréat A4 en 81 au lycée Newton de Ouagadougou. On va s'arrêter là un instant déjà, monsieur le ministre, pour comprendre ce parcours qui est loin d'être classique, de Sapsé à Ouagadougou en passant par Koudougou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce parcours? Est-ce qu'on peut dire que c'était un parcours sans encombre? Non, non, c'est très simple. Il s'agit d'une famille modeste dans les petites collines de Sapsé, une famille croyante, donc à laquelle on a fait l'école. On a été donc repéré par les prêtres donc, dans notre vie religieuse, la vie religieuse de la famille. Et puis voilà, on est parti au petit séminaire Saint-Pierre-Saint-Paul de Koudougou, où on a fait donc de la 7e, hein, parce qu'à son temps, on ne commençait pas par la 6e dans les séminaires, on commençait par la 7e pour pouvoir renforcer le niveau. Et puis après, on faisait donc jusqu'à la 3e. Et puis voilà, et puis à la 3e, donc nous avons été admis à l'inter-séminaire de Kossoguin. Donc c'était de là-bas, donc à un moment donné, il y a la décision hein, pratiquement d'aller au grand séminaire. Et à partir de ce moment, je suis parti au lycée Newton pour faire le bac. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, mais quand on regarde ce parcours, on a l'impression que tout était fait pour que vous portiez la soutane. Non, je n'en étais pas loin. Je n'en étais pas loin parce que c'était pratiquement... J'étais sur le point d'aller au grand séminaire, donc où il y a la soutane. Et donc c'est à cette période-là qu'avec Monseigneur Denis, paix à son âme, de Wayugia, donc nous nous sommes accordés pour un temps de réflexion. Et puis bon, je pense que ça s'est arrêté là. Donc vous n'avez pas reçu l'appel, comme on le dit. Oui, mais on l'a reçu. Mais comme le disait, donc, il a dit l'appel c'est partout. Hein. L'appel c'est être prêtre, l'appel c'est être laïque, c'est être également un grain de sel dans son milieu de vie. C'est ça aussi l'appel. Et je pense que sans être prêtre, donc je continue dans la vie courante à faire quelque chose et à exister, à contribuer, à aider. Et puis, donc, je pense que c'est aussi un appel. Donc vous poursuivez donc et vous entrez dans la vie professionnelle en 1982 comme instituteur. On va y revenir, mais on va poursuivre toujours dans cette formation académique. En 86, vous entrez à l'université, oui, au département de sociologie. Oui. Pourquoi la sociologie et pas autre chose? Non, non, c'est parce que il faut dire que nous étions pratiquement les premières à subir le contingentement à l'université. Vous saviez que à son temps, quand vous avez le bac, vous aviez pratiquement automatiquement la bourse. Vous étiez inscrit dans un département de l'université. Et puis bon, et puis vous faites votre chose. Mais nous, quand on est arrivé, déjà, l'État n'avait pas la possibilité d'accorder la bourse à tout le monde. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'une inscription directe donc à l'université. Alors là, donc, je me suis retrouvé avec le bac. Et donc, pas d'inscription à l'université parce que j'avais un an de plus pour avoir la bourse. Donc, parce que je vous avais dit que j'ai fait la 7e. Donc, ça veut dire que ça donc, vous avez estimé que vous étiez trop vieux à l'époque pour avoir la bourse. Donc il y a un an de plus pour pouvoir avoir la bourse, donc je ne pouvais pas m'inscrire. Et bon, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors là, ça m'a inspiré. Il y avait un instituteur qui était à Rollo, hein, dans la province du BAM, qui faisait 100% de réussite donc, à son certificat. Et d'ailleurs, même je ne le connais pas, mais ça m'a inspiré tout petit dans ma vie. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas être utile à ces petits enfants-là? Donc j'ai dit à mon oncle là, qui travaille quelque part, j'ai dit, bon, moi je vais être instituteur. Et donc là, il est parti voir, donc à ce moment-là, avec le bac, on a la possibilité de s'inscrire sur titre. Parce que ce n'est pas tous les gens qui ont des bacheliers, qui ont le bac des bacheliers qui acceptaient d'aller à l'enseignement comme ça. Donc c'est comme ça que je suis parti à l'enseignement, donc recruté sur titre et mis à la disposition de l'école de Nazwanga, donc dans la commune de Nanoro. C'est ça. Mais à l'époque, est-ce que c'était juste un gagne-pain ou est-ce qu'à l'époque également vous aviez vraiment envie de faire carrière dans ce métier-là? Oui, mais c'est parce que, bon, il y avait d'abord cette envie, mais il y avait aussi l'envie de continuer les études comme vous m'avez posé la question d'ailleurs.
Donc c'est sur la base de ça que quand je suis parti à l'enseignement, j'ai dit mes études ne s'arrêtaient pas. Donc que je me suis retrouvé à Ouagadougou, peut-être qu'on en parlera. On va y revenir. Voilà, et donc je suis parti faire le test d'entrée à l'université. C'est-à-dire qu'en son temps, l'université, consciente qu'elle ne pouvait pas prendre tout le monde, faisait des tests d'entrée. Et donc, moi j'ai fait le test et j'ai été admis, on était 7, non je crois. Je pense qu'ils voulaient prendre 1 ou 2. Et moi j'étais admis donc à m'inscrire au département donc, de sociologie. Et c'est ce que j'ai fait, tout en étant travailleur maintenant. Et pourquoi vous avez choisi la sociologie et pas autre chose? Bon, c'est plus ou moins quelque chose qui m'intéressait. Depuis d'ailleurs même ma terminale, bon, j'avais beaucoup d'aversion pour les sciences sociales. Hein, donc déjà, je faisais beaucoup de philosophie, je faisais beaucoup de psychologie, etc. Donc la sociologie, donc l'étude des faits sociaux, était quelque chose qui vous passionnait. Est-ce que vous pensez que ça pouvait être peut-être un atout également pour votre métier d'enseignant? Ah ben absolument, puisque de toute façon, j'acquiers de nouvelles connaissances, donc de niveaux supérieurs. Et ça m'a beaucoup aidé. Et donc c'est à partir de là que j'ai pu avancer, j'ai pu faire d'autres études, d'autres stages, et qui me rendent encore service dans ma vie quotidienne. Jusqu'aujourd'hui. En tout cas, vous obtenez la licence en 90, la maîtrise en sociologie 98, je le disais. 1982, vous entrez dans la fonction publique comme instituteur, affecté à Nanoro, vous l'avez déjà indiqué. Puis arrive la Révolution. Vous êtes affecté à Ouagadougou, au secrétariat général national des comités de défense de la Révolution, directeur de l'école de formation politique en langue nationale. Alors on a vu de comprendre, M. Sawadou, à cette époque, qu'est-ce qui fait que le CNR repère un instituteur depuis les fins fonds de Nanoro au point de l'affecter à Ouagadougou pour s'occuper des questions de formation politique. Oui, mais qui vous a dit tout ça? Bon, mais néanmoins, c'est vrai, ce que vous dites là est tout à fait vrai. Alors, quand j'étais à Nanoro, d'abord, il faut se dire que nous, qui venions donc des séminaires, on était très preneurs des nouvelles connaissances. Donc, quand j'ai quitté le séminaire, j'étais en train de réfléchir à quoi je pouvais être utile à ma société. Et également, j'étais très observateur donc, de la vie publique donc, dans mon pays. Et déjà, donc, quand j'étais au Newton, on avait déjà des groupuscules de réflexion sur la vie publique, pour ne pas dire sur la vie politique. Et ça, vous le savez très bien. Donc, on s'est retrouvés avec un certain nombre de camarades et on réfléchissait donc, sur la vie politique. Et on donne notre point de vue, parfois, bon, en tant que jeune, un peu contestataire sur un certain nombre de points. Bon, voilà. Donc, et c'est là que je suis parti donc à Nanoro. Et de là-bas, on a continué dans notre milieu d'enseignants, donc des jeunes enseignants, donc lors des conférences pédagogiques animées avec un certain nombre de prises de position. Alors, ça a tombé avec la grève, je crois, des enseignants, donc en son temps, avec l'avènement de la Révolution. Et nous qui étions déjà plus ou moins prédisposés à la Révolution, donc nous avons pensé qu'on ne pouvait pas laisser les choses se faire comme ça. Vous étiez déjà séduit à cette époque par les idées, on était plus ou moins... Les idées marxistes, léninistes et tout ça. Bon, en tout cas révolutionnaire. Ouais. Et révolutionnaire avec donc des visions beaucoup plus donc, sociales que trop libérales. Donc ça, au moins, cette vision, on l'avait. Et c'est sur la base de ça que donc, je me suis retrouvé là-bas. Et quand il y a eu le grève des enseignants, donc le Conseil national de la Révolution a dû rechercher dans les différents milieux avec beaucoup de choses pour voir comment parer à ça. Donc lors de la réunion donc, des syndicats que nous avions ici, le SNIAV en son temps, donc nous avons travaillé à voir si on pouvait avoir une bonne influence au sein de ces choses. Et ce que nous avons fait. Et à partir de ce moment-là, donc le conseil a dû percevoir notre contribution. Et donc j'étais assis chez moi un jour là, donc et puis on est venu me chercher, dit bon écoute, on a besoin de toi pour animer donc des cellules politiques au niveau du secrétaire général du CDR. Et donc j'ai dit bon, si vous pensez, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, j'ai reçu ma note d'affectation au secrétariat général du CDR. Mais comment on peut comprendre ça? Parce qu'il faut le rappeler, vous avez été moulé un peu dans le milieu des séminaires, voilà, avec les religieux. Oui. Et c'est assez étonnant de vous retrouver quand même en première ligne dans ces prises de position politique, contestataire,
voilà, non, qui veulent renverser la table. Non, pas contestataire au sens négatif du terme, mais quand même assez critique. C'est-à-dire on avait une vision critique des choses, ce qui nous amenait à proposer autre chose, donc avec d'autres camarades. Donc bon, c'est peut-être cela qui a pu aboutir. Donc en 1984, je crois. Voilà. 84, oui. Voilà, donc à partir de ce moment-là, bon, c'était des gens anonymes comme ça qui ont travaillé donc, et qui ont contribué. Voilà. Vous aviez foi en la révolution ou juste en la figure du président Sankara? Non, mais on avait foi à la révolution. On avait foi jusqu'à présent. Moi, je pense que dans mon sang, cette foi-là n'a pas encore quitté. Parce que l'aspect, c'est de faire en sorte que nous puissions travailler, avoir une bonne production. Et que les gens contribuent à la production. Et si on a des gains, qu'il y ait une distribution équitable donc, de ce qu'on peut avoir. Et ça, c'est simplement un homme normal doit accepter ça. Parce que si on ne peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir tout le monde réglé, coupé comme ça, mais on doit pouvoir faire en sorte que le pauvre, à tous les niveaux, chacun puisse avoir à manger, se loger et se vêtir. Donc ça, c'est un bon sens tout simple. Donc on adhère à ça. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les idées révolutionnaires ont encore des chances de prospérer? Parce qu'aujourd'hui, les gens idolâtrent à la limite le président Sankara, mais la révolution, c'était aussi l'absence de liberté. Non, mais oui, c'était également ça, la révolution. Non, mais qui vous a dit qu'il y a une absence de liberté? Bon, ça dit que si vous allez dans les perceptions beaucoup plus élevées, notamment marxistes, léninistes, communistes, là, bon, là, c'est la dictature du prolétariat. Mais dans le sens révolutionnaire des termes, bon, où on y allait, c'était déjà donc avoir une démocratie beaucoup plus sociale, donc qui prend en compte donc toute la population et toutes les couches, pour qu'on puisse produire et qu'on puisse avoir donc des richesses et permettant donc de faire une distribution équitable de ces richesses-là. Mais c'était à marche forcée. Non, ce n'est pas forcé. Vous contestez, les enseignants ont été licenciés, les dégagements c'était tous les mercredis, pas de voix discordantes. Oui, mais justement, vous ne pouvez pas avoir une idée comme ça pour l'ensemble sans qu'il y ait des réactions. Et ces réactions-là doivent pouvoir être contrôlées. On ne discute pas autour de ça. Les réactionnaires doivent être matés. Mais je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit qu'on devait pouvoir trouver la formule pour permettre à ceux qui les sont. Donc, on va d'abord les sensibiliser, les autres. Bon, ben, si la sensibilisation ne marche pas, on devrait pouvoir continuer la marche. Voilà. En tout cas, vous étiez donc à la formation politique au niveau donc, du CNR. Comment vous avez vécu la fin tragique, octobre 87? Ouais, c'est vrai que j'étais d'abord à la formation. Bon, c'est pas au secrétaire général, j'ai déjà occupé plusieurs postes. Hein. J'étais à la direction générale des CDR géographiques, donc où on a pratiquement implanté tout le comité de défense de la Révolution. Bon, nous avions les provinces qu'on devait. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait là-bas avec beaucoup de camarades. Et donc, j'ai une très grande pensée pour ceux qui sont décédés avec donc, le secrétaire général des CDR. Il y a également une pensée pour les gens qui vivent encore. Bon, de temps en temps, on se voit, on se chahute un peu, mais ça a été tout ça. C'est pour dire que, après ça, donc, le département des CDR géographiques, je suis parti au département donc, de la propagande et de l'agitation. C'est là-bas que j'ai pris, donc, on m'a responsabilisé pour l'école 1102 et puis un appui à l'école 1101, donc pour la formation donc, politique. Et je pense que ça a été une idée pour nous, c'était de transmettre les idéaux, de former les gens pour que, quand ils vont s'engager, qu'ils s'engagent de façon consciente. Il ne faut pas que ça soit sous forme, donc, comme vous dites, d'obligation. Non, ce n'est pas ça. Donc il faut que les gens s'engagent de façon consciente et c'est ce que vous avez fait. Alors évidemment, quand on a fait ce travail-là, on a encore ce sens justement d'avoir été utile là-dessus. Alors donc on était assis un soir, on sentait déjà les difficultés. On sentait déjà les difficultés, donc un soir on a entendu donc, les choses. J'étais d'ailleurs en train de travailler donc, au secrétariat général du comité de la Révolution quand donc, ça arrivait. Et vous avez senti venir Oui, il y avait déjà des contradictions. Ça, c'était perceptible. Donc à l'intérieur du Conseil national de la Révolution, on ne savait pas ce que ça pouvait donner comme résultat. Mais voilà, c'est que... Donc ce jour-là, j'étais quelque part avec des collègues. Et puis après, on est reparti donc, au bureau, à côté du Conseil de l'Entente, où il y avait la direction de la propagande. Et pratiquement, ça nous a trouvés là-bas. Voilà. Donc là, bon, moi j'étais parti à l'université pour mes inscriptions. Et ce jour-là même, j'ai failli perdre la vie parce que je voyais des camarades militaires. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il n'y a rien. Bon, pendant ce temps, moi je marchais avec un de mes collègues donc, de la base aérienne. J'allais à l'université pour voir ma réinscription, donc en 4e année.
Et c'est en route qu'on entendait le coup de feu. Déjà, il y avait déjà un positionnement déjà vers l'ENAM, qui balayait la route vers Zor. Donc, on aurait pu être tué purement et simplement. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit de passer, on est passé rapidement. On est arrivé donc à l'université. Et là-bas, on a vu des militaires qui couraient, qui criaient, donc qu'est-ce qui se passe entre nous, etc. Ils sont rentrés dans le canal. Et bon, quand nous, on est repartis, on a trouvé que c'était fini. C'était fini. Voilà. Le père de la Révolution était donc tué. Oui, ça, on avait déjà cette information. C'était un moment difficile? Ah oui, absolument, absolument. Absolument. C'était un moment difficile parce que pour tout mouvement, il y a toujours, c'est comme on dit, le plus beau serpent est bien à partir de la tête. Voilà. Donc, c'est de dire, pour dire que toutes les choses, c'est toujours à partir de la tête. Donc, son départ, c'est comme si c'était la fin de la Révolution, comme si c'était donc une œuvre qui s'arrêtait. Et puis, bon, un espoir, voilà, un gâchis, un espoir donc qui s'évapore comme ça. Et nous y croyons. Jusqu'à présent, moi, je pense que ce qu'on a fait, moi, je ne le regrette pas. Donc, et ça a été un temps difficile pour nous. Sous le Front populaire, vous êtes affecté au département politique chargé de l'animation et de la formation politique toujours, avant de vous retrouver au ministère délégué à la présidence du FASO, chargé des réformes politiques. 92-94, vous êtes au premier ministère, puis au ministère des Finances, au secrétariat technique permanent du programme d'ajustement structurel. Il est question notamment de veiller à l'atténuation des effets de ce programme-là du PASS. Beaucoup considèrent aujourd'hui que ça a été l'une des pages les plus sombres de notre histoire économique, si on peut le dire ainsi. Le PASS, est-ce que vous direz avec le recul que c'était un mal nécessaire? Ah oui, parce que c'est ça. Comme je disais, vous m'avez posé la question, donc j'ai tenu à continuer les études en obtenant donc la maîtrise en sociologie. Et donc tout ce qui était au secrétariat, on avait demandé donc de voir comment chacun pouvait se retrouver, puisqu'on a dissoudre donc cette coordination nationale des structures populaires. Donc on cherchait donc la solution donc pour donc et nous on m'a demandé sur la base donc de mon CV, ils m'ont demandé de venir au secrétariat. C'était d'abord au ministère délégué. Ministère des réformes économiques avec Bissiri Silman, qui était à ce moment le ministre délégué. Et donc après, on a transformé, le gouvernement, ce ministère a disparu. On a transformé donc cela en secrétariat technique permanent du programme d'ajustement structurel. Et là-bas, il y avait des départements. Vous avez le département finance, vous avez le département juridique, et vous avez le département chargé donc des questions sociales. Et moi, donc, je me suis chargé donc du département donc chargé de la dimension sociale de l'ajustement structurel. Et je vous dis, on n'avait pas le choix. En 1991-92, on n'avait pas le choix que d'aller au programme d'ajustement structurel. Parce que le pays était vraiment... Il faut rappeler que c'était donc privatisation, l'État qui se désengage. Oui, mais le problème qui se posait, c'est qu'on était pratiquement penché. On n'était pas couché, mais le pays était suffisamment penché. Et moi, je pense que donc, le gouvernement, à l'époque, a pris la sage décision d'aller donc voir avec les institutions de Bretton Woods qu'est-ce qu'on pouvait faire pour redresser la situation. Et là, évidemment, quand c'est comme ça, on vous fait des propositions. Hein, donc, c'est comme si vous êtes malade. Vous allez sur le médecin et il vous donne donc un régime. Est-ce que c'était le bon médecin? Parce que... C'est le bon médecin, la preuve est qu'on a existé. Aujourd'hui, on peut réparer. Si on était mort, c'était fini. C'est-à-dire que si on était en cessation de paiement, donc vous étiez là, à ce moment, il y avait des pays où on ne pouvait plus payer les salaires. Heureusement, au Burkina Faso, cela n'est pas arrivé. Donc il a fallu tout ce travail-là. Maintenant, on savait que ces mesures drastiques donc, qui étaient proposées par les institutions de Bretton Woods allaient être mal vécues par les populations. C'est là donc rentre le jeu de la dimension sociale de l'ajustement structurel. On était obligé de voir sur le plan santé, d'aller donc à l'initiative de Bamako, donc avec la création de la CAMEC. Donc nous avons un certain nombre donc, de mesures qui ont été prises, puisque il a été prévu même de privatiser par exemple l'ONEA, la Sonabel, et là le gouvernement a refusé parce que ce n'était pas possible. Voilà, il y a bien d'autres activités qui ont été... En tout cas, jusqu'aujourd'hui, quand on écoute certains acteurs de la scène, notamment les partenaires sociaux, ils estiment que c'était la boîte de Pandore à cette époque-là, et que jusqu'à présent, les démos qui sont sortis de cette boîte-là sont toujours là. Non, ça ne peut pas être. Non, jusqu'à présent, ce n'est pas toujours là parce que quand même la situation est chaude. Parce que nous sommes arrivés à des chiffres de croissance relativement acceptables. Moi, nous tendons pratiquement vers le négatif. Donc, moi, je comprends que chacun joue son rôle. Les partenaires sociaux jouent leur rôle. Les rouges, comme on les appelle. Les rouges. Non, bon, ça c'est une perception que vous avez.
Bon, les rouges, moi, ça ne veut pas. Bon, c'est vrai que dans toute composition, on a des éléments, hein, on a donc le moins, on a le plus, donc on a des gens qui perçoivent les choses de façon beaucoup plus modérée, d'autres qui les voient beaucoup plus sourdes. Et ça, c'est normal. Si c'est les plus sourds, vous appelez les rouges, bon, donc je ne peux qu'adhérer avec vous. En tout cas, mais en fait, c'est pas. La question n'est pas. La question, elle est sociale aussi, c'est comme je dis. Hein, quand par exemple, une personne dit non, c'est qu'on fait, les populations souffrent, etc., etc. La position avec les institutions de bulletins où là, c'est pas normal, etc. Ça, c'est normal aussi. Mais quand on est gouvernant, on est responsable. C'est pas la même chose. Voilà. Donc on pourrait faire toute une émission sur les passes. 94, vous êtes nommé haut commissaire de l'Oubri-Tenga. Ensuite, commissaire de San Matenga. Et en 97, vous êtes élu député à l'Assemblée nationale pour le compte du CDP. Président du groupe parlementaire, entre autres. Vous y restez jusqu'en 2007. Vous êtes nommé gouverneur du centre-est à Tenkodogo. Et quand on regarde ce parcours, on peut dire que c'était quand même un parcours XXL parce que vous êtes resté voilà, dans les hautes sphères politiques depuis pratiquement votre affectation à Ouagadougou en 84. Qu'est-ce qui, selon vous, vous valait la confiance voilà, des autorités à cette époque-là? Non, il faut dire que notre engagement a toujours été perçu par donc, nos camarades de lutte et puis nos proches comme étant un engagement infaillible. À ce niveau-là, ça c'est au moins clair. Donc nous sommes honorés d'avoir perçu ça. C'est la raison pour laquelle on était assis. Et puis un jour, donc j'étais au niveau du secrétariat technique de passe. On est venu me dire, bon écoute Simeon, on a besoin de quelqu'un à y aller. Bon, je dis, dis-moi, je suis un militant. Donc bon, c'est là que je suis parti comme au commissaire. J'ai fait pratiquement 7 ans là-bas, 7 mois environ. Et j'étais assis, on dit non, on a une situation au San Matenga. Donc on a fait le tour, c'est toi qu'on a désigné pour aller redresser. Je dis, ah bon? J'ai dit, bon, ben, c'est quelle qualité j'ai? Donc on m'a amené au San Matenga. C'était quelle situation? Bon, c'était pas facile parce que dès qu'on a fini, il y avait quand même, après le Front populaire, la création d'un certain nombre de partis. Vous avez d'abord le PMT qui a été créé. Nous y sommes allés, donc nous faisions partie du comité central. Et puis ensuite, nous avons le PMT qui a été créé par Emma. Et puis, il y a donc les autres partis qui ont été créés par la suite. Donc, nous avons cheminé avec pratiquement des gens qui nous connaissent et que nous connaissons très bien d'ailleurs. Et ce qui nous a permis à un moment donné de se trouver dans la situation dont vous parlez. Voilà. Donc de là... Il y avait quelle situation à gérer à Kaya? Non, à Kaya, là, c'est plus compliqué. Vous connaissez la situation de Kaya. Il y avait pratiquement... La population était divisée en deux, entre donc, le parti donc, de PMT à son temps, et puis bon, d'autres partis politiques. C'était tellement difficile avec la personnalité, d'autres personnalités du monde de la coutume, donc de la tradition, qui avaient des positions tout à fait différentes donc, de ce qui était. C'était tellement difficile. Et il s'agissait donc de concilier ces deux partis pour qu'il n'y ait pas des affrontements, mais en travaillant non plus à ne pas donc, perdre la face. Donc je pense que c'est ce que nous avons fait 4 ans là-bas. Donc j'ai laissé une grande partie de ma jeunesse au San Matenga et nous avons fait un très grand travail ensemble. Puis arrive, parce qu'on va aller rapidement, l'insurrection, nous sommes en 2014, octobre. Le régime Compaoré est balayé par la rue. D'abord, comment vous avez vécu cet épisode? Oui, bon, ça c'est... Bon, c'est un épisode... C'est regrettable, c'est vraiment regrettable, je le dis franchement, parce que nous sommes également tributaires de toutes les actions qui ont été menées depuis l'ODPMT, le CDP, donc, et même le Front populaire auquel nous avons participé en tant que membre de la Coordination nationale des structures populaires, et que, donc, sous le magistère du président passé, mais à ce niveau-là déjà, à un moment donné, on sentait encore pratiquement les mêmes contradictions au Conseil national de la Révolution se sont retrouvées à l'intérieur. Mais je pense que le problème que nous avons eu en son temps, c'était une erreur donc, de mutation générationnelle. C'est-à-dire la tendance à vouloir donc, dire que ceux qui sont là depuis longtemps là, doivent partir et qu'il y a une nouvelle chose. Donc ça a été certainement mal managé à un niveau assez élevé. Et c'est ce qui a conduit peut-être à tout ça, sans oublier les aspects idéologiques
et puis d'autres contraintes donc, liées au milieu et au contexte national et international. À titre personnel, est-ce que vous avez vécu à cette époque que vous faisiez partie de cette ancienne génération qu'on voulait mettre de côté? Non, oui, mais non, parce que, bon, moi, avec des camarades, nous avons, en son temps, nous avons dit, il ne faut pas le faire. La modification de l'article 37? Non, avant l'article 37, ça dit que d'abord, c'est le 5e congrès du CDP qui a créé le problème. Le 5e congrès, vous avez vu que toute la vague des Roch-Marc Christian Kaboré, des Simon, de Salif Diallo et un certain nombre là, ils ont été pratiquement balayés comme ça. Parce qu'il y avait déjà la FEDABC qui était venue, donc, et qui a pratiquement... Avec le petit frère du président, oui, bon, moi je ne parle pas de personnes, mais voilà. Donc, qui avait comme tendance de dire, bon, il faut que ce beau monde-là. Donc, au 5e congrès, ça a été, peut-être, je pense que ça a été une erreur de Castille. Donc, quand ça a été fait comme ça, mais les autres ont dit, bon, on va quand même suivre. Mais à un moment donné, on s'est retrouvé donc avec des questions difficiles à régler, comme la question de limitation des mandats. Donc, il fallait que le président, quand même, aurait pu penser à dire, bon, moi, je pourrais ne pas être là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si la question est posée, on devrait pouvoir trouver ça. Même si elle a été posée, la solution n'a pas été trouvée. Et la solution ne peut pas constituer aussi à faire en sorte que ceux avec lesquels on a cheminé, bon, deviennent des torchons. Du coup, ça pose problème. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la question était, comme dirait quelqu'un, quand vous pédalez, donc vous allez sur une montagne, vous arrivez vers le sommet, il n'y a qu'une solution. Il faut continuer de pédaler. Il faut continuer de pédaler parce que sinon tu tombes. Ouais. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et donc ce sont les camarades qui ont dit, bon écoutez, bon on ne va pas mourir vivant. Janvier 2015 donc. Voilà, donc on a pris la décision donc, de partir, donc avec ces camarades-là, donc avec créer le MPP. et puis Simon, créer le MPP. Ouais, ça c'est de l'histoire déjà. Non, d'abord d'adhérer, donc d'abord de quitter la mouvance présidentielle, d'adhérer à l'opposition. Et puis bon, donc, et puis voilà, et c'est ça qui a conduit donc à l'insurrection. Aujourd'hui, comment on peut solder ce passif-là selon vous? Certains estiment aujourd'hui que tous nos problèmes viennent justement de ces divisions. Parce que vous avez dit sous le CNR 87, c'est à l'intérieur que la crise, de l'intérieur que la crise est venue. Cette fois encore 2014, c'est de l'intérieur que la crise est venue. Et aujourd'hui, quand aussi on parle de réconciliation, c'est justement pour épauler peut-être tous ces morceaux. Ouais. Comment aujourd'hui on solde ce passif? Non, moi je pense que ce qui est à mon sens important, je crois que la plupart de ces personnes ou de ces personnalités qui sont à l'intérieur de l'ensemble de ces groupes-là sont des gens qui se connaissent. Donc ils participent à des vies sociales entre eux et je pense qu'ils peuvent se parler et puis trouver des solutions. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait être un exemple? On a vu le président Laurent Gbagbo est revenu, il était condamné, mais il est en Côte d'Ivoire actuellement. Si vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est comme si la réconciliation est achevée, alors que nous sommes au début. Donc je ne pense pas qu'on ne peut pas prendre un exemple qui est au début. Non, je pense que l'exemple qui a été... C'est ça que je dis, la plupart du temps, ce sont les responsables qui doivent prendre les décisions. Et le président, de façon, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été très bien inspiré. Il l'a dit, si lui, il est réélu, donc il fera rentrer le président Blaise Compaoré. Donc il faut que les gens comprennent ça. Et il a dit qu'il va travailler à la réconciliation entre les Burkinabés. Mais c'est déjà quelque chose. Mais c'est là maintenant que je dis que les Burkinabés doivent faire attention. Quand il y a une décision qui est prise comme ça par le premier responsable, il faut que les gens aient la patience et l'honnêteté de savoir que cette initiative vient du président. C'est lui qui l'a dit. Maintenant, quand les gens sortent, ils font la bagarre, disent non, on exige, c'est-à-dire que ça ne participe pas à apaiser les cœurs. Le président l'a dit et il a dit de travailler à cela. Moi, je pense que ce que les gens doivent s'inscrire donc, dans cette perspective-là et faire en sorte que le jeu démocratique soit suffisamment ouvert. Et c'est ce qu'il a dit de faire. Mais est-ce que cette vision du président n'est pas aujourd'hui quelque peu bloquée par l'étape de la justice? Non, l'étape de la justice, il ne faut pas l'écarter. Parce qu'il ne faut pas l'écarter. Parce que c'est ça aussi qui va permettre à ceux qui pensent qu'ils sont lésés donc, de pouvoir avoir donc gain de cause. Que ce soit donc, depuis le Front populaire, que ce soit depuis le Conseil national de la Révolution, que ce soit aujourd'hui après l'insurrection, le garant et le pare-choc de tout ça, c'est la justice. C'est-à-dire que si le politique, si l'administratif ne règle pas mon problème, il me reste quand même quelque chose de très important, la justice. Mais à côté de cela, vous avez l'aspect politique.
Et l'aspect politique, c'est quand même faire en sorte que toutes ces institutions, ces instruments-là fonctionnent normalement. Maintenant, la Constitution confère donc un certain nombre de prérogatives aux institutions. Le président, de toute façon, en lui seul, est une institution. C'est pourquoi il a la possibilité de faire des grâces, etc. Donc, voilà, donc c'est ça. Il y a également beaucoup d'autres choses qui peuvent être... À titre personnel, avec toute l'expérience politique que vous avez, est-ce que vous croyez au retour du président Blaise Compaoré et des autres exilés avant la fin du second mandat? J'y crois. Vous y croyez? J'y crois. J'y crois parce que le président l'a dit. Donc, et je crois parce que je le connais, c'est un homme vraiment qui, quand il prend la parole, quand il dit, il le fait. Donc moi, je pense que j'y crois, il l'a dit et ça suffira. 2017, vous êtes nommé ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, puis ministre d'État en janvier 2019, avant d'occuper votre poste actuel, ministre de l'Environnement depuis donc janvier 2021. Dans l'intervalle, il faut préciser que vous avez été réélu donc député en 2020 et à un certain moment justement de la mise en place des différents organes, beaucoup d'observateurs voyaient en vous le nouveau président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a coincé entre-temps, M. Saoudou? Non, moi je ne sais pas pourquoi les gens parlent des choses qui sont... Non, ils peuvent avoir des perceptions, ils peuvent avoir donc une vision, ils peuvent même projeter. Mais en matière politique, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas, aucune personne ne peut se lever, gratter sa tête, dire qu'il va être président de l'Assemblée nationale. C'est quand même le président du Faso, c'est-à-dire que le parti majoritaire qui va travailler à ce que, donc, vous savez que le parti majoritaire, le MPP, c'est quand même le parti du président. Donc, personne ne peut se gratter. Donc, pour moi, j'ai entendu toutes ces rumeurs-là, mais ça ne me montait pas la tête, parce que je ne suis pas demandeur. Parce que je connais le processus, je connais la procédure. C'est le président qui décidera selon donc comment il entend donc mener son mandat, donc qui il pourrait donc à partir avec le parti donc majoritaire proposer donc comme président de l'Assemblée nationale. Donc les gens peuvent supputer, mais moi ça me. Mais il y avait quand même certains acteurs politiques à l'intérieur même de la majorité qui militaient pour vous, pour que vous soyez président de l'Assemblée. Moi je n'ai pas participé à une rencontre où il y a eu cette proposition. Peut-être que les gens, comme je dis, individuellement le faisaient. Peut-être ça aurait pu même traverser même l'esprit du président ou du président du parti. Mais moi, je suis resté stoïque donc dans mon coin et j'ai participé à toutes les instances pour la digestion du président de l'Assemblée nationale en tant que bon militant. Vous ne vous êtes pas senti à un certain moment en concurrence avec le président Bala Sakandé? Non, il n'y a pas de concurrence, puisque j'ai dit il n'y a pas de concurrence. S'il y a concurrence, si je pouvais déposer, faire un concours, je le fais. Et généralement, quand je fais quelque chose, bon, que je trouve. Mais là, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas une demande. C'est le président du Faso seul qui décide, avec le parti majoritaire, en raison donc des situations stratégiques, qui est-ce qui peut être proposé président de l'Assemblée nationale. Et comme je vous l'ai dit, bon, je crois au président de mon parti, je crois au président du Faso, donc moi je n'en fais Mais à titre personnel, vos rapports avec le président de l'Assemblée nationale actuellement? Mais c'est un petit frère. Vous savez, à la création du MPP, moi j'étais secrétaire à l'organisation, donc on a organisé le premier congrès. Il était mon adjoint. Donc il n'y a pas de problème, je le connais depuis longtemps. Donc moi je ne pense pas que c'est quelqu'un que je respecte. Et j'espère donc que de son côté, cette attitude aussi pourra effectivement donc, à mon endroit, exister à mon endroit. Monsieur le ministre de l'Environnement, après avoir été ministre d'État, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous n'avez pas été frustré? Parce que certains y ont vu peut-être un lot de consolation. Non, mais pourquoi? Qui vous a dit? Mais il n'y a pas de demi-ministère. Un ministère, c'est un ministère. C'est vrai que dans les aspects importants d'organisation de l'État, il y a ce qu'on appelle des ministères régaliens. Là, ce sont des ministères parce que c'est vraiment sous la responsabilité du président du Faso, parce que ça parle de l'indépendance de l'État, ça parle de l'autonomie de l'État, etc., etc. C'est le cas, par exemple, du ministère des Affaires étrangères, de la justice, de la sécurité, sur l'administration du territoire, etc., etc., de la défense. Voilà. Ça, mais c'est parce que ces domaines sont des domaines réservés et qui dépendent donc de la décision personnelle du ministère. Mais les autres ministères, là, c'est des ministères comme tout le monde. Même les ministères régaliens ne sont pas donc... Mais maintenant, la question, quand vous êtes partie de ce gouvernement, vous êtes ministre. Un point, un trait. Le président du Faso, lui seul, peut à un moment décider qu'il voudrait donc tel ministère là ou tel ministre là puisse être le ministère d'État. Et là, c'est lui seul qui connaît tous les choses.
Maintenant, le problème se pose, je vous ai dit, c'est une personnalité que je respecte très bien, que j'apprécie très bien. Mais vous n'avez pas été frustré? Non, mais je vous ai dit que c'est une personnalité que je respecte très bien, parce que s'il le fait, je pense qu'il a eu une bonne raison de le faire, et moi, ça ne me gêne pas. Parce que le problème c'est le président du Faso qui décide. J'ai besoin que telle personne soit ministre d'État. Ça ne se discute même pas. Donc moi, je ne vois pas ça comme frustration. Si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, là, à la limite, moi, on se connaît, donc moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il a fait comme ça, c'était du bien. Parce que moi, j'ai donné quand même une grande partie de ma vie au ministère de l'administration territoriale. Donc, ce n'est pas aussi facile comme vous pensez. Monsieur Saoud, on va évoquer les questions d'actualité. Dans votre département, notamment, la journée de l'arbre qui bat son plein actuellement, qui a donc été lancée officiellement par le président du Faso dans le plateau central. Avant ça, il y avait toujours des grandes campagnes de reboisement. Est-ce que vous croyez vraiment que ça peut être la solution pour une restauration des ressources naturelles du Burkina? Parce qu'on a l'impression que ça est là depuis longtemps, mais que les choses ne bougent pas vraiment. Non, mais ça dit que, c'est comme je le disais, la journée nationale de l'arbre a été instituée après un constat. Donc, un bilan qui a été fait sur l'ensemble des processus de conservation de notre écosystème. Je vous disais, sous la Révolution, nous avons eu la lutte contre la divagation des animaux, nous avons eu les 3 luttes, nous avons eu donc les opérations un village, donc une forêt, etc. etc. Donc, c'est des mots d'ordre qui ont été exécutés. Mais si vous allez pratiquement dans chaque chef-lieu donc de province ou de chaque chef-lieu de commune, vous allez voir qu'il y a un espace vert qui a été reboisé. Mais c'est en train de disparaître. Ça veut dire que nous avons vu que toutes ces mesures-là n'ont pas connu les résultats attendus parce que après le reboisement, donc on n'a pas, de suivi. Alors donc c'est la raison pour laquelle donc en 2018, il a été décidé d'instituer la journée nationale de l'arbre. Avec pour conséquence, premier élément, de faire en sorte que les arbres que nous allons planter soient des arbres qui puissent être du milieu écologique. Il ne faut pas aller prendre par exemple un avocatier pour venir planter à Gorom. Ça ne marchera pas. Mais il y a des arbres à Gorom. Donc il faut travailler, améliorer ces espèces-là et les réimplanter dans leur milieu de vie. Deuxièmement, il faut les sécuriser. Les sécuriser, ça veut dire qu'on ne va plus laisser la divagation des animaux, on ne va pas laisser les actions anthropiques à l'intérieur de ces reboisements. Donc on va sécuriser avec du grillage. Troisièmement, on va responsabiliser les populations, on va responsabiliser les services. Donc c'est la raison pour laquelle donc, cette journée nationale de l'arbre-là est d'une importance capitale. Et le président du Faso a été clair. Il a lancé l'appel. Il a dit à toutes les institutions publiques donc, de travailler justement à continuer le reboisement. Il a dit qu'il souhaiterait que, au niveau des collectivités territoriales, il a engagé les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies et les régions, à entretenir donc des bosquets et des forêts. Et ça, c'est faisable. Mais est-ce que vous avez fait le bilan de la première édition? Est-ce que c'est le résultat à la hauteur des attentes? On a fait le bilan. Avant, on avait comme quand vous plantiez, il y avait 25% seulement donc, de réussite. Sur 100% de les 75 là, quand vous partez, c'est fini. Donc on s'assoit, on fait le jamboré, donc on plante les arbres, et puis on part, et puis après les animaux mouvent. Mais désormais, c'est plus comme ça. C'est que c'est sécurisé, et c'est entretenu, et c'est responsabilisé. Donc nous pensons que avant, quand on plantait, on revenait, moins de 25% on en a. Mais aujourd'hui, avec la journée nationale de l'arbre, nous sommes jusqu'à 60% minimum. Donc ça veut dire qu'il y a donc, un élément très important. Et le président de Faso a lancé, il a dit à chaque commune, parce qu'à défaut de ces forêts-là, chez vous aussi plantez. Ça veut dire que chaque concession plantée au moins chaque année un arbre fruitier. Et il a dit à chaque université de le faire. Et il a dit aux collectivités de le faire. Et je pense que c'est un jour. Et il a dit à chaque Burkinabé de planter un arbre. Ça fait, on est près de 20 millions. Si chaque année, chacun plantait un arbre, ça fait 20 millions d'arbres. Donc ça veut dire que ça change et c'est sécurisé. Donc contrairement à ce que les gens pensent que ce n'est pas une priorité, c'est une priorité. Parce que le désert, ce qu'il faut préciser, c'est que le désert continue d'avancer. Chaque année, on perd des milliers et des milliers d'hectares. Oui, 250 000 hectares par an qu'on perd. 250 000 hectares par an. Donc ça veut dire que si on continue comme ça, on ne pourra pas tenir. Est-ce que vous pensez que cette journée de l'arbre peut permettre
d'inverser la tendance. Mais parce que c'est une tendance qui oui, dure depuis longtemps. L'objectif tout justement de la journée de l'arbre, là, c'est d'inverser cette tendance-là. Qu'au lieu que donc, la déforestation continue en avançant donc, vers la mer, que nous puissions inverser la tendance donc, en reboisant, en essayant donc d'émietter donc les installations pour laquelle non seulement la journée de l'arbre, mais nous avons également la grande muraille verte donc, qui a été instituée par l'Union africaine, donc, qui va de Djibouti à Dakar, qui va permettre donc de stopper, je pense que c'est un élément important. Monsieur le ministre, on va évoquer une question qui préoccupe tous les Burkinabés, la lutte contre l'insécurité. Ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes pour le Burkina Faso, avec des attaques à répétition, que ce soit dans le Sahel, que ce soit également dans la boucle du Mouhoun, notamment à Tuéni, où on a perdu beaucoup de soldats. D'abord, comment vous vivez déjà cette situation? Non, j'avoue qu'on vit cette situation avec peine. Et moi, je l'ai vécu pratiquement en live quand j'étais ministre en charge de l'administration du territoire. Et ça a toujours été difficile, aussi bien pour le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense et le ministre de l'administration du territoire, de voir que souvent on est attaqué de toutes parts. Mais c'est que, en tout cas, j'ai une très grande pensée, non seulement pour les populations donc, qui sont en déplacement du fait de cette insécurité, mais également pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie donc, pour que cet État existe. Parce que c'est ça aussi le problème. Alors donc, moi vraiment, quand j'y pense, je pense à leur famille, mais je pense que nous avons le devoir de poursuivre le combat qu'eux ont combattu et qui est le juste combat. Bon, c'est choquant et chaque jour... Mais comment on va se tirer de cette situation? Parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Non, la question qui se pose... Quand ça se calme, on a l'impression, on a un peu de répit, on pense que vraiment la situation est sous contrôle. Et subitement, piqûre de rappel avec voilà, des attaques pratiquement de tous les côtés. Non, il n'y a pas de perspective de résultats positifs pour les terroristes. Il n'y en a pas. Parce que le Burkina Faso doit exister. Ça, au moins, c'est un postulat. Et dans sa pleine territorialité. Donc, quel que soit le temps qui va être mis, nous sommes convaincus que les Burkinabés travailleront donc à vaincre le terrorisme. C'est pourquoi, quelque part, il est recommandé de faire en sorte que s'il y a des problèmes, qu'on s'asseye et qu'on parle. Non, qu'à venir. Voilà. Donc, mais vouloir dire que par les armes, donc ils vont détruire ce pays-là, ce qui est sûr, ils vont faire perdre des vies humaines de leur côté et du côté donc de l'auteur burkinabé, et ils vont faire perdre du temps par rapport donc à notre développement, mais le Burkina Faso existera et au grand jamais nous pourrons vaincre le Burkina. Ça c'est clair. Ça c'est au moins c'est un postulat. Donc moi maintenant je ne sais pas ça peut être quand. La plupart des gens qui ont vécu donc cette île-là, mais ça fait pratiquement 20 ans ils sont déjà dedans. Prenez la Syrie. Vous prenez, par exemple, dans beaucoup de cas, l'Afghanistan, etc. Il y a bien d'autres pays, même la France, qui continue, l'Europe, qui continue à subir, même les États-Unis. Donc, c'est un combat de longue haleine. Donc, nous sommes convaincus... Sans solution militaire. Est-ce que la solution... Parce qu'aujourd'hui, tous s'accordent à dire qu'il va falloir trouver autre chose. Mais en plus de la solution militaire. S'il n'y a pas la solution militaire, on fait comment? Maintenant, l'État n'existe plus. Donc, on ne peut pas donc, éviter la solution militaire. Elle n'est pas la seule réponse. Mais elle existera à côté d'autres réponses, à côté d'autres processus. Et là, je suis d'accord, il faut donc conjuguer tous ces aspects-là pour pouvoir venir à bout. Il y a le procès des présumés terroristes qui s'est justement ouvert cette semaine. Je pense que c'est la première fois que des terroristes sont jugés. Est-ce que vous pensez que c'est un bon pas de plus dans la bonne direction? Nous, c'est un pas de plus parce que vous avez des gens qui sont donc, dans les prisons depuis, par exemple, 1 an, 2 ans, donc de haute sécurité, parce qu'ils sont considérés comme des gens un peu dangereux. Dangereux parce que quand vous avez mené des attaques, vous avez tué des gens, etc., bon, donc ça pose un certain problème. Et pour moi, c'est pour montrer aux yeux du monde que nous sommes un pays, un État de droit. C'est ça. Donc un État de droit, donc tu fais quelque chose, et la loi prévoit donc des dispositions, on t'applique ça. Et le vrai problème, c'est que nous avons la radicalisation et le lavage des cerveaux qui ont été opérés sur certaines personnes. C'est ça qu'il faut qu'avec vous, les gens de la communication, nous travaillons à éradiquer et également à atténuer, que les gens comprennent qu'on peut vivre avec son frère et sa soeur, donc sans
être obligé de lui dire d'être comme moi. Voilà. Il y en a qui sont longs, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont minces. C'est tout ça qui fait la vie. Mais vouloir dire non, moi, je suis donc dans telle religion, ou bien je suis dans telle secte, je veux dire, mais il faut que tout le monde soit là-bas, ça pose problème. Voilà. Donc, il faut puis il faut interpeller aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément des trucs qui sont dans cette logique, qui sont pratiquement simplement des grands bandits de chemin et qui profitent de cette situation. Est-ce que vous le vivez comme un échec du côté de l'opposition et d'un certain nombre d'acteurs de la société civile? On estime que cette persistance des attaques terroristes et en tout cas de toutes ces exactions sur les populations civiles constitue un échec également du régime. Non, mais je ne pense pas que l'opposition soit en bonne posture pour qualifier ça. Parce que nous sommes dans une période de réconciliation nationale, donc nous voulons que le langage que les uns et les autres utilisent ne soit pas des langages haineux ou des langages qui réveillent des haines. Donc, si on veut percevoir ça, on ne peut pas accuser le pouvoir de ne rien faire. Parce que ce terrorisme-là a quand même des origines. Est-ce qu'on a besoin de rappeler tout ça pour pouvoir donc encore éveiller les plaies? Mais est-ce que les gens ont oublié? Les gens ont oublié, on ne veut pas parler, mais quand même, le contribuable à ces gens-là qui étaient là, se sentaient chez eux. Mais on ne veut pas rappeler tout ça parce que ce n'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, là, c'est que nous puissions arriver à bout. Donc, mais que là, l'opposition saisisse ça pour pouvoir accuser donc le pouvoir. Bon, je pense que c'est un peu... Mais pour vous, vous n'avez pas un sentiment d'échec? Non, on n'a pas un sentiment d'échec. Parce que je sais ce que le gouvernement fait, ce que le président du Faso fait, parce qu'il n'en dort pas. Et donc, je sais parce que j'ai participé à des décisions souvent assez importantes. J'ai même donc participé à des missions ultra dangereuses et importantes au compte du gouvernement. Mais on l'a fait. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un échec. Le gouvernement fait son travail et je pense que le gouvernement s'en sort suffisamment bien. Monsieur le ministre, crise à la CENI. Aujourd'hui, on en est sorti à moitié, parce que du côté de l'opposition, on estime que toujours la présence, en tout cas du représentant de la chefferie coutumière, ne pourrait pas rester ad vitam aeternam, et qu'au bout d'un certain temps, il va falloir donc le changer, parce qu'il aurait milité pour notamment la majorité. Comment vous avez d'abord vécu cette crise au niveau de la CENI? Vous êtes un ancien ministre de l'administration territoriale, c'est des questions que vous gériez personnellement. Bon, cette crise n'aurait jamais dû être. Elle n'aurait jamais dû être, parce que les choses sont claires en la matière. La crise est là pour deux raisons. Parce que l'ancien président, certainement en se positionnant donc comme commissaire, avait la tendance de vouloir être président de nouveau. Donc les gens considèrent que sa branche donc a fini son mandat et qu'on doit changer. Donc ça n'aurait jamais dû être. Deuxième élément, il y a le fait qu'on dise que la chefferie traditionnelle a désigné quelqu'un qui est partisan. Mais je puis vous dire, si c'est sur la base simplement de présence quelque part, ça pose des problèmes. Parce que tout le Burkinabé vote. Quand tu vas voter là, c'est que tu as quelque chose. Donc ça ne peut pas être considéré comme tel. Et puis, la bagarre qui est engagée contre la chefferie traditionnelle, elle est une bagarre malsaine, elle est indécente. Alors, elle est tellement indécente parce que si on va prendre même la composition des autres, on se dit là, ça pose un certain nombre de problèmes. Vous voyez? Donc moi je pense qu'on n'aurait pas dû faire cette bagarre-là. On aurait pu faire l'opposition, bien sûr. Voilà, donc, non, mais même oui, l'opposition. Et même, bon, je parle de mon ami, j'ai travaillé avec Newton pour qu'il y ait les élections. Donc, en tant que ministre de la CENI, c'était la porte d'entrée de la CENI au gouvernement, le ministère de l'administration territoriale. Il y a des moments où ce n'était pas facile, mais on a travaillé. Est-ce que vous avez surpris par sa volonté, ou en tout cas de rébelloter? Non, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Parce que certains estiment qu'il n'aura pas tenu un engagement. Je ne suis pas surpris, donc voilà. Je travaille avec lui, je le connais, je ne suis pas surpris. C'est pourquoi je dis qu'il y a des États qui auraient pu ne pas être. N'exister. Ça veut dire qu'il y avait des éléments. Il n'aurait pas dû. Non, moi je ne dis pas que c'est son droit. Bon, donc de devoir être candidat. Mais je dis, ça n'aurait pas dû être. Voilà. Maintenant, est-ce qu'avec le recul, finalement, est-ce que l'opposition n'a... Ce n'était pas l'opposition qui avait raison? Parce que finalement, le chef traditionnel qui devait être donc président de la CENI, c'est ce qui était en tout cas projeté, finalement donc n'est pas président de la CENI.
sur l'intervention du président du Faso. Est-ce que finalement l'opposition n'a pas remporté ce bras de fer-là? Non, mais la question, ce n'est pas une... mais c'est le président du Faso, qui est garant de la Constitution, de l'unité de la nation, il a joué son rôle. Donc, il a pris, lui, l'engagement d'aller voir le Moro, d'aller voir donc le Conseil supérieur de la sécurité traditionnelle pour donc manager. Et le fait que donc, le chef de SAO ne puisse pas être candidat. Mais bon, il a demandé, l'autre aussi, il a dû voir aussi comment on fait. Parce que si l'autre là ne peut pas être candidat, et toi aussi les gens contestent ta candidature, comment on fait? Donc je pense que c'est sur la base de ça que les uns et les autres, en réfléchissant, donc lui n'a plus été donc, commissaire, l'autre n'a pas été candidat. Donc, je pense que l'État s'en sort très bien. Par contre, les différentes chapelles politiques, bon, il y a quand même des... On peut dire que l'opposition aussi s'en sort très bien parce que c'était leur revendication au départ, c'est ce qu'ils ont obtenu. Et ils ont même dit que c'est une première étape parce que le Sao-Naba, pour eux, n'a même pas sa place à la CENI. Non, moi, je ne me retrouverai pas dans une position où, en tant que parti politique, je me retrouve dans une contestation de la sécurité traditionnelle. S'ils avaient retiré, par exemple, le chef de SAO, le problème se pourrait. Mais s'ils l'ont maintenu, c'est que quand même, quelque part, donc, la position d'un certain nombre de partis peut avoir des conséquences. Je ne sais pas, moi, si j'étais chef de parti, je voulais mesurer les choses mieux. M. Sawadgo, on va évoquer une question que vous avez également lancée à l'époque en tant que ministre de l'administration territoriale, notamment le redécoupage donc, du territoire. Aujourd'hui, on peut dire qu'officiellement, pas grand-chose, en tout cas d'officiel, n'est présenté, mais les choses se font en coulisses. Mais déjà, on entend quand même quelques bisbilles, si on peut le dire ainsi. Est-ce que ce projet de redécoupage n'est pas porteur, justement, de crise prochaine? Non, ça dit que le problème qui est posé, c'est à plusieurs niveaux. Nous avons le découpage d'abord, nous avons la décentralisation parce qu'il faut responsabiliser les populations à la base. Nous avons également les infrastructures et les investissements de l'État. Parce que si vous êtes une entité administrative ou une collectivité, vous avez beaucoup d'investissements à l'intérieur. Vous voyez, donc c'est ça qui fait que ça pose un certain nombre de difficultés. Mais par la même occasion, le président du Faso l'a très bien perçu. Quand vous prenez la région de l'Est, mais c'est un immense territoire. Donc on ne peut pas, en matière d'administration, avoir un seul gouverneur qui va regarder la Yaya, qui va s'occuper donc de la Kompienga, qui va s'occuper de Pama. Donc c'est difficile. Et quand vous regardez la région, il y a beaucoup de monde. Avec 6, ça fait trop. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Donc le découpage, il était tout à fait... Vous vous rappelez, au temps de la Révolution, nous avons commencé par 25 provinces. Donc on a réajusté pour que ce soit au moins puis 30, et puis on est à 45. Au niveau de l'esprit, il n'y a pas de problème. On comprend que c'est pour rapprocher bien sûr l'administration des administrés. Ça permet également de recentrer un peu les choses. Mais il y a quand même des velléités. On voit certains qui aujourd'hui exigent par exemple que leur commune devienne une province. Et je pense que les cas sont nombreux. Oui, mais les cas sont nombreux. C'est puisque avant l'insurrection, il y avait eu un appel qui avait été lancé en son temps par le ministre Jérôme Bougouma, donc au compte du gouvernement, pour que les gens fassent des propositions. Donc je suis arrivé et j'ai trouvé des tas donc, de demandes, direction donc, de hameaux en village, ensuite direction donc, de village en commune et direction de certains départements en province. Donc c'était posé. Donc j'ai fait faire le tri, on a regardé et vu la sensibilité de la question, je pense que le premier mandat, on n'a pas pu donc, faire ce travail-là. Et je pense qu'au deuxième mandat, bon, il faut quand même qu'on avance. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire sans crise? Non, ça ne peut pas se faire sans crise. Il y aura toujours des contestations. Vous avez eu le cas, par exemple, la situation de la région du centre-sud. Vous avez d'autres cas. Donc, vous allez voir des villages... Le centre-nord. Oui, au centre-nord aussi. Bon, c'est pas, voilà, vous allez voir des villages qui vont dire que je ne suis pas prêt à aller avec telle commune. Vous allez voir donc telle commune qui dit je ne suis pas prêt à aller avec telle province. Donc ça va exister. Mais le découpage administratif n'est pas le découpage coutumier. Donc il faut que les gens comprennent ça. Donc c'est les besoins de l'administration, les besoins d'investir, la présence de l'administration et de pouvoir travailler au développement des localités. Si on comprend ça comme ça, donc on peut avoir A et B sans rentrer dans d'autres considérations. Il y a aussi cette question aujourd'hui qui préoccupe les Burkinabés, l'augmentation des prix des produits de grande consommation. On a vu donc le CFOP qui est allé à la rencontre de la CCVC, la coalition contre la vie chère.
Est-ce que ça également, ce n'est pas quand même un problème aujourd'hui? Parce que quand on prend rien que l'huile, dont le litre est passé de 700 francs à plus de 1000 francs, aujourd'hui quand même, on peut dire que ça aussi c'est un souci majeur. Oui, ça, je vais dire que c'est une préoccupation de la population, mais c'est également une préoccupation du gouvernement. Là, c'est vrai que j'aurais pu parler à titre individuel, mais étant membre du gouvernement, je ne peux pas ne pas dire donc, les inquiétudes que le gouvernement a et qui a pris beaucoup de mesures. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu le ministre du Commerce pratiquement sur le terrain de travail. Mais c'est lié au contexte international. Ce n'est pas simplement lié donc, à la situation ici. Donc, à cause de la Covid, il y a beaucoup de situations, des prix ont augmenté, que ce soit au niveau des transports, les bateaux, les cargos, etc. Et c'est ce qui fait que les commerçants ont eu tendance à augmenter automatiquement donc, les choses. Mais il y a des mesures d'atténuation qui ont été prises par le gouvernement. Ça ne règle pas l'ensemble de la question, mais ça nous permettra aux uns et aux autres donc, de se réadapter à la situation. Sinon, c'est connu et il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour alléger les souffrances des populations. Est-ce que ça ne vous inquiète pas également? Parce qu'on voit ce rapprochement CCVC et CFOP. Bien sûr, ils ont pris le soin au niveau de la CCVC d'expliquer que ce n'est pas un cadre de concertation. C'est juste une rencontre ponctuelle pour parler d'une situation. Mais on a la tension sécuritaire qui est là, à laquelle vient s'ajouter donc cette tension sur les prix des produits de grande consommation. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas? Non, moi je suis d'accord que l'opposition joue son rôle. Donc, il y a des mesures, il y a une situation nationale. Donc, il y a un cadre de la société civile qui lutte contre la vie chère. Donc, ils peuvent aller parler donc, avec cette structure. Évidemment, la CCVC a été très intelligente en disant qu'il ne s'agit pas d'une alliance politique. Parce qu'eux, ils ne sont pas politiques. Bon, ça, c'est normal, c'est d'une déclaration. Mais dans le fond, quand ils ont fini, il y a quelqu'un qui a dit non, si c'est nécessaire, on prend des actions ensemble. Ça a été à sourdine entendu. Mais ce que je veux dire, l'essentiel dans une situation pareille, c'est de faire en sorte que l'État existe d'abord. Si on s'amuse et puis il y a effondrement de l'État face à la sécurité, tout ce qu'on parle de la vie chère là, vous allez voir que ça va être même plus que ça. Donc moi je pense que, en disant que ce n'est pas une question politique, donc moi je pense que c'est déjà bon. Moi je loue la CCV, M. Jougmouré et l'ensemble de son équipe. Mais je vois aussi que l'opposition sache que ce n'est pas une échelle courte donc, qui pourrait être prise. Ça sera à ce moment-là. Je ne pense pas, si c'est la perception comme ça, donc je pense que c'est mieux de réfléchir pas deux fois. Monsieur le ministre, ça va être le mot de la fin. Merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. On appelle l'invité ce soir, madame, monsieur, et bien monsieur Siméon Sawadgo, ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.